Joliba Morning News. Servir à l'autorité de protection des données à caractère personnel de faire une rétrospection sur ses précédentes activités. Tel est le but de l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de la dite structure. La pluie fait des dégâts dans certains quartiers de la ville de Bamako. Vous aurez les détails dans ce journal. Aussi, nous ferons un tour en Afghanistan où le président afghan établit une stratégie pour atteindre la stabilité dans les 6 prochains mois. C'était là les titres de ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information. Durant l'après-midi du vendredi 30 juillet 2021, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a présenté le plan d'action du gouvernement devant le Conseil national de la transition. Le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité en sont les 4 grands axes. Suivons quelques réactions au micro de Moussa Tembini. C'est vu le temps passé avant qu'il soit Premier ministre, ce qu'il disait par rapport au CNT n'était pas caché. Tout le monde était au courant. Donc maintenant, devenir Premier ministre, venir présenter un plan d'action aux membres du CNT, nécessitait à savoir est-ce que nous sommes légitimes vraiment pour se prononcer par rapport à ces plans d'action. Donc si on est légitime, depuis quand on est légitime et comment on est devenu légitime? Et sinon, naturellement, la question est à poser. Si on n'est pas légitime, pourquoi venir présenter un plan d'action à un organe qui n'est pas légitime? D'autre part aussi, j'ai parlé de l'accord de défense, qui nous voyons que notre armée, même pour se déplacer dans certains endroits au Mali, ils ont besoin d'avoir une autorisation. Ça, ce n'est pas normal dans un pays. C'est pour ça que je l'ai dit clairement qu'il faut mettre fin à cet accord. J'ai aussi parlé des élèves, sinon les enfants qui se trouvent dans d'autres endroits du Mali qui ne partent pas à l'école à cause de l'insécurité. Là, je l'ai fait savoir exactement et très clairement qu'on n'a pas besoin d'une révision constitutionnelle qui est une disposition irréalisable. Parce que ça demande, selon l'article 118, que ce soit le président de la République et les députés. Nous ne sommes pas des députés, on est nommés, donc impossible d'aller à une révision constitutionnelle, mais plutôt à l'élaboration et à l'adoption d'une nouvelle constitution. Deuxièmement, je l'ai quand même demandé de faire attention à sa police territoriale, qui est une pure invention de la MINUSMA par rapport à l'accord d'Alger. Nulle part dans l'accord d'Alger, on a fait mention de police territoriale. Et Choguel veut créer la police territoriale à Bamako, pendant que déjà on a la brigade à Bamako. Troisièmement, j'ai mis l'accent sur le fait que lui, il a dit devant nous, même si cela n'est pas cohérent, que le plan d'action et la vision de Assimi, je tiens à dire à tout le monde que ça, c'est pas vrai. La charte a bien dit que le gouvernement est responsable de la mise en œuvre du plan d'action devant le CNT. La responsabilité de Assimi n'est pas engagée devant le CNT, mais c'est la responsabilité du gouvernement. On a dit par rapport à la zone aéroportière, il ne s'agit pas d'engager des enquêtes. Les gens dorment sous la pluie, ils sont exposés à des maladies. Il faut seulement leur trouver un moyen de s'héberger. C'est ça la thérapie forte. Et ensuite, on a parlé pour la justice, je l'ai remis le document, mais il ne peut pas faire ces jugements sans la haute cour de justice. Je l'ai remis le document à la haute cour de justice, soit on supprime pour rendre possible tous les jugements en droit commun, ou les membres du CNT vont rendre fonctionnel la haute cour de justice. L'autorité de protection des données à caractère personnel a ouvert ce lundi matin la deuxième session ordinaire. Cette session servira à la structure de faire une rétrospection sur ses précédentes activités et de se pencher sur les futures. Aruna Saliakone pour le compte rendu. Depuis 6 ans, l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP s'est investie, selon son président, dans une approche pédagogique et dissuasive pour le respect des données à caractère personnel. Pour l'autorité, l'heure est maintenant venue pour mettre en pratique les lois. Elle s'assurera que les données personnelles des citoyens maliens et celles des étrangers vivant au Mali soient largement protégées et respectées aussi bien par l'État lui-même que par les administrations publiques ou privées
qui peuvent y accéder ou qui demanderaient à y accéder, quelle qu'en soit la raison. Enfin, elle veillera à ce que cette loi protectrice de la dignité humaine soit appliquée dans toute sa rigueur et dans la plénitude de ses dispositions. Le président de l'organe assure qu'ils travailleront à ce que les libertés des citoyens soient respectées et que l'école serve de lieu de vulgarisation du contenu de la loi. La PDP veillera-t-elle scrupuleusement à ce que tout traitement de données garantisse les libertés et les droits fondamentaux des personnes vivant sur le territoire national. Elle œuvrera à travers l'éducation pour tous au numérique, par des campagnes de sensibilisation comme elle l'a toujours fait, afin que la loi en matière de protection des données à caractère personnel soit largement diffusée et facilement accessible au commun des citoyens. Les résultats des activités de l'intercession de l'APDP sont de bonnes augures, selon le président, vu les changements positifs constatés dans les habitudes des usagers. Nos directions techniques sont parvenues à susciter, au niveau de nombreux usagers, un véritable changement de comportement, se traduisant par la reprise pour certains du processus de régularisation et pour d'autres son entame. Aujourd'hui, l'APDP travaille sur plus de 104 dossiers dont des plaintes pour violation des données à caractère personnel, les données relatives à la gestion du personnel ou à la gestion de la clientèle, le système de vidéosurveillance des lieux de travail et lieux privés. Sur tout autre plan, les sciences se réunissent à Kabbalah du 1er au 6 août 2021. Le monde scientifique malien était réuni dimanche 1er août 2021 au campus universitaire de Kabbalah pour l'ouverture de la 12e édition du Symposium des sciences appliquées. Moussa Tembine et Abdoulaye Koniba Konaté. Les sciences de l'environnement, les sciences physiques, l'informatique, les langues et sciences de l'éducation et enfin les sciences de la vie, telles sont les thématiques de ce congrès scientifique qui a pour thème Covid-19, impact et défis pour un développement économique et social au Mali et en Afrique. Le thème général qui est Covid-19, impact et défis pour le développement économique et social du Mali, à mon avis, est un thème assez approprié, surtout connaissant la situation pandémique de notre pays et aussi dans le monde entier. Les chercheurs maliens et étrangers, notamment les professeurs d'université, seront mis à contribution pour animer des sessions plénières. Nous assisterons à la session plénière animée par la professeure Rukia Sanogo, qui est professeure titulaire en pharmacologie, sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle africaine dans la lutte contre les maladies. Demain, lundi à 14h, nous aurons la plénière qui s'intitule « Ma vie dans et hors de la physique », animée par le professeur Jim Gate. Le professeur Jim Gate est le président de la Société américaine de physique, qui regroupe plus de 55 000 chercheurs des milieux académiques, de l'industrie aux États-Unis et dans le monde. Durant 6 jours, ils auront des échanges sur les résultats des sciences appliquées avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous sommes disponibles à soutenir la Société malienne des sciences appliquées pour qu'elle puisse reposer sur une base institutionnelle solide. Le Premier ministre Dr Shogel Kokala-Maïga, chef du gouvernement, parrain de la cérémonie, exprime un sentiment de joie de voir le génie malien briller. Je suis très heureux de constater que les Maliens, chercheurs et universitaires, éparpillés un peu partout dans le monde, attachés au Mali, le patriotisme chevillé au corps, tiennent quand même de façon régulière à venir partager leurs connaissances avec les Maliens et d'autres chercheurs. Après la cérémonie d'ouverture de la 12e édition du Symposium des sciences appliquées, place aux séances plénières des éminents chercheurs, véritable puits de connaissances. Dans la nuit du samedi passé, les populations de certains quartiers de Bamako ont été victimes d'inondations. Bilan d'énormes dégâts matériels et un mort selon des riverains. Plus de détails avec Eladj Malik Guitey. Les populations de Kalabankoura, Nyamakuru et Dodobourou ont vécu un calvaire dans la nuit du samedi.
Victime d'une forte inondation, l'eau a causé de nombreux dégâts matériels dans plusieurs familles de ce quartier. Dans cette famille située à Kalabankoura, les dégâts sont bien visibles après le passage de l'eau. Je ne peux même pas estimer la perte causée par cette inondation. J'avais une dizaine de permis d'occupation des gens. L'eau a tout emporté. Afin de limiter les dégâts, certains éléments de la protection civile ont effectué une descente pour épauler certaines familles. Donc aussitôt alerté, on s'est attelé sur le lit avec nos moyens pour épuiser au niveau des différentes familles. On est parvenu quand même à épuiser beaucoup d'eau dans plusieurs familles qui étaient inondées. Malgré tout, le pire n'a pas pu être évité à Daoudabougou. Au niveau de Daoudabougou, vers le poste de police, il y a eu un cas de décès là-bas. C'était un jeune de 14 ans qui a été emporté par nous dans une fosse. Chaque année, ces quartiers cités comme plusieurs autres de la capitale malienne sont victimes d'inondations qui causent d'innombrables dégâts. Et les raisons, selon les riverains, sont très bien connues. Nous demandons aux autorités de curer des caniveaux et de prendre des précautions. Ça se répète chaque année. Les maisons sont construites au bord tous les lits sont occupés. L'eau même ne peut pas passer. C'est à cause de ça qu'il y a tout le temps des inondations. Nous demandons aux autorités de trouver une solution à l'occupation des lits de fleuve. Selon les prévisions de la météo, des fortes pluies sont attendues cette année dans la capitale malienne. Pour le directeur régional de la protection civile du district de Bamako, il faut éviter les zones à risque. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des communautés, on l'a tout le temps dit, ceux qui sont quand même dans les lits des fleuves et marigots, ils doivent quand même déguerpir. Que ce soit au niveau des îlots aussi, c'est la même chose. Nous devons quand même croire aux propos de la météo et puis prendre les dispositions nécessaires. En attendant, les saisons de pluie passent et se ressemblent à Bamako. Visiblement, les autorités maliennes semblent ne pas tirer les enseignements nécessaires des précédentes inondations. Et la population bamakoise devra prendre encore son mal en patience. Les habitants de Gouana ont organisé une rencontre. Objectif, lutter contre l'accaparement de leurs terres par l'association des habitants de la zone hors aéroportuaire de Gouana. Écoutons Sédou Sidibé, habitant de Gouana, il est au micro de Moussa Tembini. L'association des habitants de la zone hors zone aéroportuaire de Gouana, les membres de la dite association ont fait croire aux habitants que c'est eux qui détiennent le titre foncier. Les démarches que nous avons eu à faire auprès des administrations nous rassurent. Parce que d'après les responsables de ces différents services, nous ont fait savoir qu'il n'y aura pas du tout d'accaparement. J'ai un appel à l'endroit des habitants de la zone hors zone aéroportuaire, notamment la zone Djiné-Bougoudda de Gouana. Le message que j'ai à lancer, c'est que les habitants, qu'on se donne la main. On se donne la main et ensuite que chacun sache que c'est une lutte commune. Ce n'est pas une lutte individuelle. Minetou Aïdara était propriétaire d'un grand centre de teinture à Mayambougou. Aujourd'hui, avec l'arrivée du bazin riche à Gesner sur le marché, cette chef d'entreprise a vu ses personnels réduits et son chiffre d'affaires baisser. Adaman Sanogo nous plonge dans l'univers de cette brave dame. Ici, en famille, se trouve désormais la petite entreprise de la teinturière Minetou Aïdara. Elle travaille en collaboration avec ses filles, dont l'une est vendeuse de bazins riches, Gesner. Sous cet hangar aménagé en lieu et place d'un grand centre abandonné à Mayambougou, les employés de Minetou Aïdara sont d'arrache-pied pour satisfaire les clients. D'une quinzaine d'employés, seulement 4 travaillent aujourd'hui pour la teinturière. Notre activité ne marche plus à cause de la Covid-19 et l'arrivée du bazin Gesner sur le marché.
J'ai formé beaucoup de personnes qui travaillent pour eux-mêmes. J'ai formé premièrement 4 personnes, puis 15. Ils ont tous quitté, sauf 4, parce que ça ne marche pas. L'arrivée du bassin riche Guedsner a eu d'impact énorme sur l'activité des teinturiers et sur l'économie malienne, soutient Fatoumata Babi. L'industrialisation de la teinture qui vient d'ailleurs a un fort impact sur les artisans maliens en ce moment. Les bassins teintés se font rares. De ce fait, les vendeurs de teinture ils sont en difficulté, les teinturiers sont en difficulté et l'emploi créé est en phase de disparition. Donc tout ceci impacte sur l'économie du Mali. Le bassin teinté a une durée de vie plus longue. Il est aussi résistant par rapport au Guedsner, soutient notre interlocutrice. Déjà, les bassins teintés, ils ont une durée de vie beaucoup plus longue. Les bassins teintés, on peut les laver beaucoup de fois. La qualité, elle est toujours aussi belle. Alors que les Guedsner, ça se déchire beaucoup trop vite. Et puis, une fois lavé 2 ou 3 fois, la brillance, elle est partie. La qualité, elle est vraiment moindre comparée aux bassins teintés, où à chaque fois qu'on les lave et que l'amidon est rentré dedans, c'est comme si ça venait d'être teinté encore. Par le passé, cette activité a été un moyen très efficace pour Minetou Aïdara de prendre en charge ses enfants, vu que leur père ne vit plus. Ça lui a permis de financer les études de ses enfants, notamment moi, et puis pour l'ouverture d'un salon de couture pour ma grande sœur. Elle a également participé à ça. Et puis même pour le quotidien, pour à peu près tout. Le métier des teintures n'est pas sans conséquence sur la santé de ceux qui le pratiquent. Minetou Aïdara dit avoir une solution. C'est pour ça que bien avant la Covid-19, mes employés portaient le masque et après le boulot, ils boivent du lait. Face à cette situation, pour survivre, beaucoup de teinturiers se sont déjà reconvertis dans d'autres domaines d'activité. La teinture essaie de résister comme elle peut. L'image du jour nous conduit à la découverte de la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté est l'un des monuments les plus célèbres des États-Unis. Cette statue monumentale est située à New York sur la Liberty Island, au sud de Manhattan, à l'embouchure de l'Hudson et à proximité d'Ellis Island. Pesant 225 tonnes et mesurant 92,9 mètres, elle est construite en France et offerte par le peuple français en signe d'amitié entre les deux nations pour célébrer le centenaire de la Déclaration d'indépendance américaine. La statue fut dévoilée au grand jour le 28 octobre 1886 en présence du président des États-Unis, Grover Cleveland. L'idée venait du juriste et professeur au Collège de France, Édouard de Laboulaye, en 1865. Le projet fut confié en 1871 au sculpteur français Auguste Bartholdi. Pour le choix du cuivre devant être employé à la construction, l'architecte Eugène Violette Leduc eut l'idée de la technique du repoussé.
En 1879, à la mort de Violette Leduc, Bartholdi fit appel à l'ingénieur Gustave Eiffel pour décider de la structure interne de la statue. Ce dernier imagina un pylône métallique supportant les plaques de cuivre martelées et fixées. L'actualité internationale à présent avec Fanta Diarra. Le navire de sauvetage de l'ONG allemande Sea-Watch est de retour en mer pour secourir 263 migrants. Le navire humanitaire était l'un des 2 navires de sauvetage qui ont tiré 394 migrants d'un bateau en bois dangereusement surpeuplé en Méditerranée dans la nuit du dimanche 1er août au cours d'une opération d'environ 6 heures. Dimanche après-midi, les membres d'équipage de Sea-Watch ont ensuite secouru 27 autres migrants, dont 3 bébés, d'un bateau en détresse au large de la Libye. Un témoin a déclaré que le bateau était parti de Sabrata, en Libye, et que des migrants venaient du Cameroun, de Guinée, du Sénégal, du Mali, de Gambie, du Nigeria, du Soudan et de la Sierra Leone. Lundi matin, des membres d'équipage ont secouru 12 autres migrants des bateaux en détresse. Le chef de mission du navire de sauvetage de l'ONG allemande Sea-Watch 3 a déclaré qu'il cherchait de toute urgence un port sûr. Beaucoup d'entre eux sont très épuisés, ont des brûlures d'essence, ont le mal de mer, sont déshydratés et bon nombre d'entre eux souffrent de maladies cliniques, a déclaré Anne Decker à bord du navire. À l'aide de seaux d'eau et de bouteilles d'eau, des villageois désespérés de Marmari en Turquie sont intervenus pour aider à contenir les incendies qui faisaient rage autour d'eux, montant et descendant les collines en transportant de l'eau pour éteindre les braises. Les habitants sont en colère qu'il n'y ait pas eu assez d'hélicoptères et d'avions utilisés pour contenir les incendies qui brûlent depuis mercredi 28 juillet. Des avions, des hélicoptères et des habitants avec des seaux d'eau luttent contre les incendies des forêts qui font rage près des stations balnéaires du sud de la Turquie, frappées par la sécheresse, tandis que le gouvernement fait face à de nouvelles critiques sur sa gestion de la catastrophe. Les pompiers ont pris le contrôle de 125 des 132 incendies avec 16 avions et 51 hélicoptères luttant contre les incendies depuis les airs dans une opération impliquant également quelques 850 véhicules de lutte contre l'incendie et plus de 5000 personnes, a déclaré le ministre des Forêts, Bekir Pakdemirli. Le président Ashraf Ghani a imputé la détérioration rapide de la situation sécuritaire en Afghanistan à une décision soudaine des États-Unis de retirer leurs troupes, mais a déclaré que son gouvernement avait l'intention de maîtriser les conditions dans les 6 mois. Les insurgés talibans se sont installés dans 3 capitales provinciales ces derniers jours, dans un contexte de progrès rapide à l'échelle nationale depuis que Washington a annoncé qu'il prévoyait un retrait complet des troupes d'ici septembre. Les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les négociateurs talibans ont commencé l'année dernière dans la capitale qatari de Doha, mais n'ont fait aucun progrès substantiel. Les 2 parties se sont toutefois engagés à accélérer les pourparlers lors d'une récente réunion à Doha entre une délégation politique afghane de haut niveau et les talibans. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Joliba TV News.